Donc moi c'est Emma Cellier, on va faire ensemble le TP de gynécologie médicale qui va reprendre un petit peu les items qu'on a vus tous ensemble le mercredi. Donc au niveau du plan, on va refaire des QCM sur tous les points clés qu'on a vus de la gynécomède. On va faire également des zones à pointer parce que là je ne sais pas si vous avez entendu, si vous avez eu des retours sur les EDN, mais il y a eu énormément de zones à pointer. On va faire des annales de gynécomède parce que là, pareil, cette année, la gynéco, c'est vraiment énormément tombé. Donc, c'est quelque chose à maîtriser. Et on refera quelques rappels de cours. Alors, on commence par une question un petit peu de base. On nous demande quels sont les facteurs de risque d'infertilité chez la femme. L'âge, l'endométriose pelvienne, l'hyperprolactinémie, l'âge jeune lors des premières règles, le tabac. Donc, j'ai pas eu le temps de mettre tout ça à jour sur WooClap, mais je vous laisse répondre dans le chat. ABCE, ABCE. Ok, très bien. Donc, effectivement, les réponses justes A, B, C et E. Et on avait vu ensemble qu'il y avait 3 facteurs de risque d'infertilité qui avaient un poids pronostic plus important que les autres. Est-ce que vous vous souvenez quels sont ces 3 facteurs de risque plus importants? Oui, le poids, l'âge, très bien. Et il en manque un, âge, tabac, poids, voilà, c'est exactement, c'est très bien. Donc c'est l'âge, le tabac et le poids. Donc ça, si on a un menu déroulant, il faut savoir absolument ressortir ces 3 propositions. Alors, une petite question, donc pareil, ça c'était un peu du par cœur. Le spermocytogramme permet l'analyse du nombre de spermatozoïdes contenus dans un éjaculat. Le spermogramme permet l'analyse du nombre de spermatozoïdes contenus dans un éjaculat. Une asténospermie se définit par la présence de moins de 64% de spermatozoïdes mobiles. Une tératospermie se définit par la présence de moins de 4% de spermatozoïdes normaux. Une azoospermie se définit par une absence totale de spermatozoïdes de morphologie normale. Donc pareil, je vous laisse y répondre. Alors, je suis désolée, les voisins ont lancé leur machine à laver. J'espère que ça vous dérange pas trop. Alors, B et D. A, C, D. Alors, du coup, pas trop d'accord sur cette question. Donc, on va voir ensemble. Le spermocytogramme, il ne permet pas l'analyse du nombre de spermatozoïdes contenus dans un éjaculat, puisque ça, en fait, ce serait un spermogramme, puisque ce serait l'analyse du sperme, comme son nom l'indique. Là, le spermocytogramme, il permet l'analyse cytologique et morphologique d'un spermatozoïde. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit un spermocytogramme. Alors que le spermogramme, il permet lui l'analyse bien plus générale du sperme dans sa globalité. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un spermogramme. Quand on dit que le seul examen complémentaire nécessaire pour l'infertilité chez l'homme, on parle de spermogramme. Mais on comprend bien qu'il y a quand même le spermocytogramme qui est compris dans ce spermogramme. La sténospermie, donc, c'est pas la présence de moins de 64% de spermatozoïdes mobiles, mais c'est moins de 42%. Donc en fait, ils font comme ça des petits pièges. C'est surtout en fait entre la vitalité et la sténospermie. Donc il faut faire attention de ne pas se mélanger. Et c'est pour ça que moi, ce tableau-là, je vous l'avais conseillé de le relire juste avant. La tératospermie, c'est effectivement moins de 4% de spermatozoïdes de morphologie normale. Et l'azéospermie se définit par une absence totale de spermatozoïdes de morphologie normale. Non, c'est une absence de spermatozoïdes tout court. Donc voilà, attention à ne pas tout mélanger. Là, je vous ai remis, si vous voulez prendre un screen de cette diapositive et la mettre dans vos fiches de dernier tour. Donc, c'est toutes les caractéristiques du spermogramme. Moi, je vous avais dit que les plus importantes, c'était le volume spermatique, la numération, la mobilité et la vitalité. Ça, c'est vraiment à bien retenir avec la sténosospermie, la nécrosospermie, l'oligosospermie et une hypospermie ou l'aspermie carrément avec une baisse du volume spermatique. Alors, on suit un couple pour une infertilité. Le bilan, il a conclu à une infertilité par altération spermatique sévère. L'oligoasténotératospermie, elle a été confirmée sur un deuxième spermogramme
et on nous demande parmi les techniques utilisées en AMP, quelles sont celles que l'on peut proposer au couple. Donc on a soit l'insémination intra-utérine, soit la stimulation simple de l'ovulation, soit la fécondation in vitro classique, soit la FIV avec injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, ou soit l'adoption. Donc pareil, je vous laisse quelques instants pour y répondre dans le chat. Alors, AE, CD, D, ok. Donc, vous avez quand même des réponses qui diffèrent un peu. ACD, ok. Donc, c'est bien. Donc, vous n'êtes pas trop d'accord. Donc, au moins, on va pouvoir voir ensemble. Alors. Donc, ici, alors on a Thibaut, il me semble, qui nous dit que la technique, que l'adoption n'est pas une technique utilisée en AMP. Or, elle est quand même considérée comme telle dans les annales. Donc attention, bien sûr, il n'y a pas de correction officielle des annales, hein, mais quand on recoupe toutes les corrections des différentes plateformes, l'adoption, elle revient quand même. Par contre, donc ça je l'avais dit dans la première conférence, la stimulation simple de l'ovulation n'est pas une technique d'AMP puisqu'elle n'est pas encadrée par des lois de bioéthique. Alors là, ici, en fait, le bilan d'infertilité, il avait conclu que c'était vraiment un problème d'origine plutôt masculine, puisque les spermatozoïdes étaient incapables, en fait, d'aller féconder par eux-mêmes l'ovule. Donc, si on avait fait une fécondation in vitro classique, alors super, on aurait mis le sperme et un ovule dans une boîte, mais en fait, bah, les spermatozoïdes, ils seraient restés chacun dans leur coin et personne serait allé voir l'ovule, en fait. Donc là, du coup, il fallait vraiment sélectionner un spermatozoïde qui nous paraissait, on va dire, normal, parmi tous ces spermatozoïdes qui étaient oligo-asténo-tératospermiques, pour se dire, bon bah tiens, je vais aller lui directement le sélectionner avec mon microscope, le mettre dans une seringue et le mettre directement dans l'ovule. Donc, je vous ai mis une petite image de comment ça se passe. Donc, en fait, c'est vraiment là, on a le spermatozoïde. Donc, je vais pointer. On a le petit spermatozoïde qui est juste là. Et en fait, nous, on va venir, du coup, à l'aide du microscope, vraiment fragmenter la paroi de l'ovule et injecter en fait directement le spermatozoïde là où il faut. Alors, on enchaîne. Donc, une patiente de 25 ans, elle est G0P0, 1m56, 80 kg. Elle n'a jamais été réglée régulièrement. Depuis 8 mois, elle n'a plus ses règles. Au niveau des explorations paracliniques, on a une FSH à 6 unités internationales par litre, LH à 10, une testo à 1,1 nanogramme par ml et une échographie pelvienne qui montre 2 gros ovaires, un utérus qui est sans anomalie. On nous demande nos hypothèses diagnostiques. Donc, est-ce que c'est une aménorrhée primaire ou une aménorrhée secondaire? Est-ce que c'est une aménorrhée d'origine hypothalamique, une aménorrhée d'origine gonadique, ou est-ce que c'est un syndrome des ovaires polykystiques? Donc, je vous laisse y répondre. ADE, BC, BE. Ok, très bien. Alors, ici, on sait que pour différencier l'aménorrhée primaire et l'aménorrhée secondaire, donc comment on fait? Une aménorrhée primaire, c'est une femme qui n'a jamais eu ses règles. Donc on considère qu'en fait une femme de plus de 15 ans qui a des caractères sexuels secondaires développés de façon normale et qui n'a pas ses règles, on considère que c'est une aménorrhée primaire. Or, là, on nous dit dans l'énoncé, elle n'a jamais été réglée régulièrement. Mais on ne nous dit pas qu'elle a jamais été réglée du tout. On sait juste qu'elle a déjà eu des règles qui n'étaient pas régulières. Donc déjà, on pouvait éliminer l'aménorrhée primaire. Donc, on savait qu'on était face à une aménorrhée secondaire. Le jour J à l'EDN, si là on ne sait pas, par exemple, on sait juste que c'est une aménorrhée secondaire, mais on ne sait pas de où elle vient, parfois ça peut être intéressant d'assurer le 0,5 et dans ce cas-là de ne pas cocher ni C, ni D, ni E si vraiment on ne sait pas. D'accord? Donc ça peut être une petite technique. Même si on vise toujours le maximum, là, sur une question comme ça, pour moi, il ne faut pas perdre de points. Alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau du bilan? Donc on voit que la FSH, elle est un peu, elle est normale, puisque la norme est inférieure à 13. La LH, elle est un peu augmentée.
Elle peut être augmentée parce que est-ce que c'est un peu au moment de l'ovulation, et la testostérone légèrement augmentée. Au niveau de l'écho pelvienne, on a deux gros ovaires, on a un utérus sans anomalie. L'aménorrhée d'origine hypothalamique, alors qu'est-ce qu'on aurait? Vu que l'aménorrhée est d'origine hypothalamique, ça veut dire que en fait, il n'y a rien qui est sécrété au niveau de l'hypothalamus, et du coup, l'hypophyse, lui, il peut rien sécréter parce qu'on ne lui donne pas d'ordre. Il a qu'un rétrocontrôle, mais c'est pas suffisant. Donc du coup, l'aménorrhée d'origine hypothalamique, ici, on ne pouvait pas trop y croire. Et les aménorrhées d'origine hypothalamique, c'est plutôt fonctionnel sur des maladies un peu générales, anorexie, cancer, insuffisance rénale, cardiaque, respiratoire terminale, ce genre de maladie. L'aménorrhée d'origine gonadique, donc ça veut dire que c'est une aménorrhée d'origine périphérique. Donc dans ces cas-là, ça voudrait dire que l'hypophyse marche très très bien et il se dit ah bah en bas ça va pas donc c'est pas grave, je vais envoyer encore plus d'hormones pour que ça aille un peu mieux. Et donc dans ces cas-là, dans l'aménorrhée d'origine gonadique, on aurait une FSH et une LH très augmentée parce qu'ils vont essayer de pallier le fait que les ovaires ne fonctionnent pas pour se dire tiens vite nous on s'active, peut-être qu'on n'en voit pas assez. Le syndrome des ovaires polykystiques, là il était tout à fait envisageable. Si on a calculé l'IMC, on se rend compte qu'elle est quand même bien en surpoids, hein, cette dame, d'accord? Elle est jeune, elle est en surpoids. On nous dit qu'elle n'a jamais été réglée régulièrement. On le rappelle, dans le SOPK, on a l'oligospanioménorrhée. Donc, c'est des cycles peu abondants et qui sont plus de 45 jours. Donc, tous les 45 jours, voire plus. Là, elle a une aménorrhée donc, secondaire. Et on sait que dans le SOPK, la FSH et la LH sont plutôt normales. Et on sait aussi qu'on peut avoir une légère augmentation de la testostérone. Attention, je dis bien légère, parce que si c'est une grosse augmentation, il faudra penser à une tumeur ovarienne ou une tumeur des surrénales. On a également un autre argument aujourd'hui avec le SOPK, c'est que là, on avait deux gros ovaires. Donc, on ne nous a pas trop détaillé, mais on sait qu'il y a deux gros ovaires. Donc là, c'est pour ça que probablement un SOPK, c'était celle qui collait le plus, parce que d'origine gonadique, on ne pouvait pas y croire, et d'origine hypothalamique non plus. Donc, c'était bien la B et la E. Alors, chez une femme de 35 ans qui a des ménorrhagies débutantes,